collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône, les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir, c'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, on avait envie de vous faire partager un ouvrage que nous avons lu avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir. Cet ouvrage s'intitule « Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes, réflexion anti-industrielle sur les possibilités de résistance », paru aux éditions de La Roue en 2013 par un collectif d'auteurs. Je dis que nous avons eu plaisir à le lire, malgré le titre, parce que les auteurs vont à l'essentiel, que les textes sont riches, que le constat sur la lutte antinucléaire est clair, peu réjouissant, certes, mais limpide. Et malgré ce constat, des pistes de réflexion nous sont offertes pour tenter de faire face au pouvoir et à l'autorité de l'État. Un des co-auteurs de l'ouvrage est avec nous aujourd'hui par téléphone. Bonjour. Bonjour. Une large partie de l'ouvrage est consacrée à l'analyse de, alors je cite un extrait de l'avant-propos, la nature du système de domination contemporain marqué par le rôle nouveau et prépondérant de l'État. Alors, ils sont également examinés, je cite, les formes de lutte que peuvent revêtir la résistance à la soumission et les exigences de défense du territoire. Alors, on n'abordera pas ce thème en détail aujourd'hui, mais j'espère qu'il fera l'objet d'une prochaine émission où nous aurons l'occasion d'évoquer les pistes de résistance actuelles. Donc en fait, aujourd'hui, on voulait examiner certains des textes qui sont mentionnés dans l'ouvrage, des textes qui ont été publiés après Tchernobyl, juste après Tchernobyl, et où on peut constater, malheureusement, que bien peu de choses ont bougé depuis 25 ans. Alors avant, j'aimerais quand même que tu puisses nous parler de ce titre. J'ai dit qu'il n'était pas forcément réjouissant. Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes. Alors de quelle peur est-ce qu'il s'agit là ? Bon, alors il s'agit de l'ensemble de la gestion des peurs du devenir de la société, quoi. Hein. C'est sur quel ressort à la fois individuel et collectif, la domination, les rouages de la domination se rendent absolument nécessaires, absolument incontournables et qu'on ne puisse même pas envisager de faire les choses sans eux, quoi. Donc la peur là, c'est lié au rôle de l'État, quoi. Enfin, c'est-à-dire à sa définition ou du moins à ses caractéristiques les plus modernes, qui n'est pas seulement une machinerie politique et économique, ce qui est déjà beaucoup, mais aussi qui veut s'imposer comme réalité psychologique et morale, quoi. Un mode de relation entre les hommes et les femmes, entre les êtres humains, pour le dire plus vite, caractérisé par la peur de la liberté, la démission, le manque de confiance en soi du côté des dominés, et de l'autre côté, la volonté de puissance, l'arrivisme, le mépris, etc. Si on ajoute à ça la présentation de la crise sans fin, hein, qui est une crise économique la plupart du temps, crise écologique, crise, enfin à peu près tout est en crise, et on ne promet plus de sortie de crise, mais une gestion tout à fait raisonnable de cette crise sans fin, aboutissant à une mobilisation permanente, quoi, au même titre que dans une guerre. Voilà, c'est à peu près ça le sens du gouvernement par la peur. Au temps des catastrophes, là, je pense que j'ai pas besoin vraiment d'expliquer. Non.
Ok. Parce que la peur, enfin, on en reparlera peut-être au cours de l'émission, mais la peur qui peut engendrer l'inaction, en fait, aussi. Oui, bien sûr, oui. Ben, déjà, on disait à l'époque, là, notamment des textes qui ont été réédités, donc qui datent de 90 à peu près, et au moment de la rédaction de la plateforme de ce comité irradié, donc qui date de 87, évidemment par le biais du nucléaire, c'est encore d'autant plus vrai, qu'on disait il s'agit de faire sentir aux hommes l'énormité de la menace qui est devant eux, au-dessus d'eux, derrière eux, pour les jeter dans les bras de ceux qui la fabriquent. Et depuis, la domination a fait beaucoup de progrès. Et à Tchernobyl, il s'est ajouté Fukushima, c'est-à-dire aussi des nouveaux moyens de faire sentir aux hommes l'énormité de la menace, et y compris de la menace réalisée, quoi. D'accord. Alors moi je pense quand même que la peur légitime du nucléaire, elle peut aussi provoquer justement une action, enfin une envie d'agir, parce que cette peur, elle est bien légitime. Enfin, on veut essayer de nous faire oublier ça, mais non, mais il y a les peurs qui jettent dans les bras de l'ennemi et des peurs qui créent la colère. Qui créent la colère, voilà. On va essayer de rester sur la deuxième. Alors, on va en venir au texte, un des textes là, qui a été réédité, qui est daté de 1992, que je trouve particulièrement intéressant, et qui s'intitule Tout continue, et qui analyse en fait les méthodes, les acteurs, les discours, les stratégies de l'État, à l'occasion du rapport Bataille sur l'enfouissement en profondeur des déchets hautement radioactifs. On a été confronté à un débat public l'année dernière, c'est-à-dire donc 22 ans plus tard, qui s'est déroulé à peu près, enfin qui cherchait à se dérouler dans les mêmes conditions par rapport à l'enfouissement des déchets hautement radioactifs à Bure. Donc je trouve que c'était vraiment intéressant de mettre en parallèle ces deux affaires et de voir comment les gens les acteurs en tout cas sont les mêmes et les méthodes les mêmes. Alors si tu veux, on peut peut-être commencer par le contexte de ce rapport Bataille. Voilà. Donc il y avait, en fait, à la fin des années 80, la contestation antinucléaire a été relancée en quelque sorte. Tchernobyl y a aidé évidemment, mais a été aussi relancée et s'est un peu cristallisée à l'intérieur de la lutte contre la désignation des sites d'enfouissement des déchets. Donc il y avait un certain nombre d'endroits, dans ces endroits, à chaque fois, s'étaient créés des mouvements d'opposition locaux, qui arrivaient à se coordonner un peu d'ailleurs. Et voilà, et à un moment donné, la tentation de faire passer les choses en force, qui était grande, commençait à faire place un peu à essayer de voir les stratégies de contournement, parce que à la fin de l'année 89, en décembre 89, l'Andra avait essayé de passer en force dans le Segréen, vers le Liboin, par là. Donc, avec les bataillons de CRS, etc., faire les trous pour les premiers laboratoires, installer des constructions en dur, etc. Et donc la réaction a été très déterminée. Les trous ont été rebouchés, les constructions ont été cimentées complètement, portes et fenêtres, etc. Enfin, en gros, l'Andra a été expulsé du Segréen. Donc, ça, un peu par crainte que cette radicalisation n'atteigne l'ensemble des mouvements d'opposition, il a été décidé d'un moratoire en février 90. Oui. Et dans la foulée de ce moratoire, le député Bataille, député socialiste et membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est toujours d'ailleurs à l'œuvre, oui.
a amené le vote de la loi Bataille, la loi dite Bataille en décembre 90. Ouais. Et donc ça, c'est à peu près le contexte. Quoi. Voilà, et ce moratoire, il y a des choses très intéressantes là, que vous dites sur l'idée du moratoire, qui est considéré comme une... on va définir qui sont je ne vais pas dire collaborateurs, mais c'est une grande victoire de la démocratie. Alors, voilà, oui, c'est ça. Oui. Oui, alors qu'en fait... présenté comme ça dès le départ. Oui. Voilà, présenté comme ça dès le départ. Alors, ça veut dire que ça laisse le temps, ça voudrait dire que ça laisse le temps au débat. Mais en fait... Oui. En fait, ça laisse le temps au contournement. C'est le début de ce qui est devenu maintenant quasi monnaie courante. Le débat citoyen, les tractations, les monnaies d'échange écologistes, etc. En fait, à ce moment-là, comme interlocuteur, il y a l'État, l'ANDRA, le CIA, le CEA. Bon, la CIA peut-être. Et d'un côté, et puis des coordinations ou des associations d'opposition de l'autre. Et donc il n'y a rien au milieu. Et donc la grande idée de Bataille, enfin, pas de lui seulement, mais du monde politique et de l'époque, c'est d'arriver à créer, au milieu de tout ça, des centres, des lieux, des organisations où seront réunis à la fois le CEA, les coordinations nationales anti-déchets, les élus, la CRIRAD, etc. Quoi. De sorte que Bataille, à ce moment-là, n'est plus le représentant de l'État, mais il devient même finalement presque le représentant du meilleur, à son sens, des raisons de l'opposition à l'enfouissement des déchets, et surtout au besoin d'être assuré. Donc en gros, il le définit comme le processus politique apte à obtenir le soutien de l'opinion et à rejeter les tensions sociales, quoi. Oui, voilà. Et alors tout ça, alors ça lui permet aussi, et vraiment le parallèle avec le débat public de l'année dernière, il est flagrant. Ça lui permet aussi, en fait, d'organiser des auditions, des opposants ou des gens qui ont des choses à dire sur l'enfouissement des déchets. Qu'est-ce que tu en penses là de ces auditions et à quoi ça sert? À ce moment-là ou maintenant? Les deux. Ou intemporellement? Intemporellement. Ça vaut pour les deux. Ça sert à grossir le matelas de la dite démocratie. Mais en fait, bon, si tu veux le dire comme ça, on peut dire oui, bon, ben voilà, c'est cause toujours et ça sert à rien. Mais c'est plus subtil quand même. Parce que en fait tout ça part du fait que dès les années 80, à peu près partout dans le monde et aussi aux États-Unis, il a commencé à être analysé les résistances spontanées à l'aménagement technologique, quoi. Et donc il a commencé à se créer tout un tas de ce qu'ils appelaient d'ailleurs des agences anti-NIMBY, NIMBY là, Not in My Backyard. Pour trouver les moyens d'associer les populations à au projet qui les expulse de leur vie, quoi. Et donc c'est un peu surtout que ça s'est généralisé ce genre d'affaires, mais comme le nucléaire évidemment en tant que aménagement, si on peut dire, comme le disait le comité irradié à cette époque-là, résume et révèle en fait la nature totalitaire de la société. C'était la pulsion liberticide de la domination, la dépossession en règle générale, puisque il est évident qu'un citoyen, enfin un individu ordinaire, je déteste le mot citoyen, donc un individu ordinaire n'est absolument pas en mesure d'avoir quelque chose à dire sur le nucléaire. C'est trop fort, trop compliqué, etc. Donc ça a été
le nucléaire va vraiment, cette stratégie va vraiment se mettre en place d'une manière plus générale et expérimentée au plus haut degré de fusion dans le processus de la loi Bataille, enfin de ce moratoire. Donc et de là, tout un tas de gens qui étaient, disons, des opposants, mais des opposants à la dangerosité du nucléaire mais pas des opposants au délire, à la démesure énergétique, au système totalitaire en lui-même, même s'ils pensaient quand même que le nucléaire le représentait. C'était que faire pour en amoindrir les dangers, quoi. Donc ils se sont mis en fait à collaborer, quoi. Alors évidemment avec je sais pas comment on pourrait dire ça, la compensation de bonne conscience de que c'est mieux que pire. Sauf que ça permet au pire de se répandre, de s'imposer, de s'amplifier. Alors je vais juste citer, parce que ces personnes, tant pis, on va dire des noms, hein, ces personnes sont toujours à l'œuvre dans le même rôle. Alors on trouve les politiciens qui se disent antinucléaires. Et je voulais citer au hasard Madame Rivasi, qui est députée européenne pour Europe Écologie Les Verts. Et elle a évidemment participé au rapport Bataille. Bien sûr, oui. Et je voudrais juste citer, ça c'était donc en 1990. Madame Rivasi, je voudrais avoir une vision constructive. Nous avons observé un certain nombre de carences. Je crois que nous sommes tous impliqués en France dans le problème du nucléaire. J'essaye de ne pas sourire. Il faut se donner les moyens pour avoir le maximum de garanties pour une meilleure surveillance et un meilleur contrôle. Voilà, ça c'est dit. La CRAD aussi avait fait à peu près, donc la Golfech avait été amené à avait été à la demande des élus locaux, etc., de la coalition Bataille, à mettre une balise de mesure de la radioactivité à Golfech pour établir un point zéro, quoi. Et voilà, ces mesures étaient censées rassurer la population. Mais surtout, ce que ça faisait entrer en ligne de compte, c'est que on participait, quoi, en fait, à la radiodissémination en la mesurant au jour le jour, comme si la suivre pas à pas, c'était la supprimer, quoi. Oui. Voilà. Mais ce que d'un autre côté aussi ça implique, c'est que à ce moment-là, ces mesures, les seuils, etc., va commencer la très longue et interminable, sans fin, pareil que la crise, controverse scientifique sur les seuils. Et donc, de cette controverse scientifique permanente, on peut arriver à faire assez vite le lien, en fait, que le refus l'augmentation du nombre de cancers est liée plutôt à la radiophobie, etc., quoi. Puisque il n'est jamais question il n'y a pas de seuil, enfin, il n'y a pas de radioactivité innocente, et si on accepte qu'il y ait un seuil, il peut toujours être transformé, changé, bouger au gré des catastrophes, au gré des rejets. Voilà. Et alors là, c'est très symptomatique, puisque c'est l'opposition qui va, en fait, être amenée à définir sans arrêt un seuil, en revenant dessus, dans la controverse scientifique. Alors je vais reciter, enfin c'est vous qui l'avez cité, Madame Rivasi, dans une lettre ouverte au ministre de la Santé, on est toujours il y a plus de 20 ans, qui réclame, alors je la cite, un certain nombre de mesures visant à restituer la crédibilité de l'État et à assurer la protection des individus, entre autres mesures, de veiller à l'établissement de limites annuelles
Et elle finit en disant « C'est à ce prix-là que l'État recouvrera la crédibilité nécessaire à la gestion de la situation accidentelle. » Écoute, oui, je crois que... oui, tout est dit. Elle avait à peu près déjà tout dit. Et finalement, ce texte en disait beaucoup. J'ai l'impression de le faire que de le répéter, quoi. Oui. Et alors, juste pour la petite histoire, elle est passée à Marseille la semaine dernière, nous refaire la même chose, une redite. Voilà, comme si le nucléaire devenait acceptable s'il y avait plus de sûreté, plus de démocratie, plus de transparence, et que si les seuils étaient abaissés. Voilà, mais surtout, enfin oui, il y a exactement tout ce que tu dis. Et plus, il y a en fait le fait de le contenir, de le réduire au terrain sécuritaire de la gestion technique, quoi. Et donc, évidemment, les chercheurs, etc. On expulse à partir de ce moment-là toute résonance sociale du refus, de voir son endroit devenir un cimetière radioactif. C'est le terrain sécuritaire, la gestion technique, le rôle du XIEN, etc., quoi. Et là, c'est pareil, c'est les mêmes encore. Oui, absolument. Beaucoup plus vieux, mais c'est les mêmes. Oui, c'est absolument les mêmes. Madame Senet en particulier, qui ne s'oppose, qui vous la citez aussi, qui dans le rapport Bataille dit ne pas s'opposer au principe de stockage souterrain, mais demander plusieurs laboratoires. La définition des règles de sûreté et des garanties sérieuses. Voilà, donc, tous ces gens se disent anti-nucléaires. Alors, pour faire un lien avec, je voudrais qu'on parle rapidement du comité irradié de tout pays, Unissons-nous, et en particulier de sa plateforme que vous avez, je crois que tu en faisais partie. Oui. Alors, en fait, qu'est-ce que vous... C'était en 87, hein, donc c'était juste après Tchernobyl. Enfin, le début de la catastrophe. Après, oui. Le début de la catastrophe. En fait, je voulais savoir en 87 si vous aviez quels espoirs vous aviez, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau par rapport aux luttes existantes. Est-ce qu'il y avait de nouveau les luttes existantes, c'est-à-dire il y avait quand même, à part choses évidemment, mais qui étaient quand même très... Enfin, j'ai plus beaucoup de souvenirs à ce moment-là. Mais oui, ce qu'il y avait de nouveau. Ce qu'il y avait de nouveau, c'était le fait qu'il y avait... il y a eu Tchernobyl déjà, c'était un gros nouveau quand même. Oui. Enfin, il y avait eu Three Mile Island avant, Tchernobyl. Il y avait l'implantation de la centrale Nogent-sur-Seine. Oui. La volonté de créer la centrale du Carnet, dans l'ouest, vers Nantes, Golfech. Donc il y avait, en temps de catastrophe non réglée, non réglable d'ailleurs, une remise il en mettait une couche dans la nucléarisation du monde et de la France en particulier, quoi. Et il y avait ça, donc, plus le fait qu'il y avait eu ce mouvement, je sais pas qu'on a coutume de dire mouvement social en 86, qui avait eu ça de surprenant et en même temps intéressant, c'était toutes les coordinations de lutte en dehors des syndicats qui s'étaient créés. C'était, à un moment donné, une grève sauvage en partie, quoi. Donc le fait qu'il y avait le goût pour l'organisation directe s'était remanifesté. Voilà. Donc on a pensé à ce moment-là, mais je veux dire, on a pensé qu'il était possible à ce moment-là de faire entendre plus fortement une critique révolutionnaire du nucléaire. Je ne dis pas qu'elle n'avait jamais existé, mais disons qu'elle n'avait pas été aussi clairement affirmée à l'intérieur d'un mouvement d'opposition, quoi. Et en même temps, l'envie de s'organiser suivant ces principes de démocratie directe, quoi. Voilà, après,
je sais pas si j'ai souvenir de ça comme ça. Maintenant, effectivement, on avait de l'espoir. Je pense pas qu'on commence rien du tout sans espoir. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de moments de l'histoire où on perd totalement espoir. Donc voilà, après ça dépend comment on ressent cet espoir-là et est-ce qu'il est une force, un moteur ou pas à ce moment-là, quoi. Et en fait, ça dépend beaucoup de l'association avec d'autres, de qui on rencontre, de comment on rencontre, sur quelle base on rencontre. Voilà. Donc on va pas expliquer, de toute façon on n'a plus trop le temps. Comment ? Oui, est-ce que tu m'entends là ? Non, j'entends pas. J'entends des tout petits fragments de voix. Bon, je vais conclure à ce moment-là par une lecture. C'est très drôle à entendre, mais c'est incompréhensible. D'accord. Alors, on va arrêter. Moi, je vais terminer par je vais lire des choses de ce livre qui me semble intéressante. Alors vraiment, bon, par rapport à l'émission qu'on a eue aujourd'hui, dans l'avant-propos est écrit que la réédition d'écrits antinucléaires de l'après Tchernobyl montre que si la lutte contre la nucléarisation du monde connaît une régression, celle-ci est sans mystère. Le parti de l'État, écolocrate compris, nous avait déjà divulgué l'essentiel de ses mensonges, de ses méthodes et de ses projets. Une catastrophe plus tard, il y aurait un étrange et fatal aveuglement à n'en pas tenir compte. Et en préparation de la prochaine émission qui sera consacrée à l'ouvrage dont nous venons de parler, Le gouvernement par la peur au temps des catastrophes, réflexion anti-industrielle sur les possibilités de résistance aux éditions de la Roue. Je voudrais terminer par un texte qui présente justement ces éditions de la Roue, avec un extrait. Ce que nous entendons par perspective anti-industrielle serait donc, en premier lieu, la connaissance de ces moments de l'histoire où, humainement et matériellement, des bifurcations ont été possibles et se sont jouées dans un conflit ouvert, mais aussi la discussion et le combat pour en restituer la vérité dans le présent. On ne peut ressusciter le passé, mais la désertion, qui est d'abord chose mentale, doit, dans son refus du futur établi, en réinventer l'atmosphère en prélude à toute désintoxication. Et la prochaine émission qu'on aura avec les auteurs de ce livre, on évoquera évidemment les perspectives de lutte qui s'incarnent en ce moment dans les ZAD. Alors merci beaucoup à Sidi à la technique. On va rappeler que vous pouvez retrouver toutes nos émissions depuis 2011 sur Radio Galère et également sur notre blog Collectif Antinucléaire des Bouches-du-Rhône. Voilà, merci. À une toute prochaine fois.